Bonjour chers étudiants. Alors on se retrouve dans cette série de vidéos consacrée au cours de phonétique de la faculté polydisciplinaire de Safi. J'espère bien que vous avez bien révisé les cours des dernières séances. Aujourd'hui on va parler d'un embranchement très particulier, très important, c'est l'embranchement des mollusques. Donc c'est un embranchement très important de point de vue biodiversité numérique. Donc c'est en ce qui concerne le nombre des espèces, donc, avec environ 130 000 espèces connues à l'état actuel, avec quelques 70 000 espèces qui sont éteintes. De ce fait, donc, il y a une partie de la science qui s'intéresse uniquement à l'étude des mollusques, c'est la malacologie. La malacologie, c'est la science qui étudie uniquement les mollusques, donc vu l'importance de cet embranchement dans le règne animal. Donc il joue plusieurs rôles, aussi bien écologiques qu'économiques. Donc en ce qui concerne l'écologie, donc c'est un groupe qui occupe toutes les niches écologiques. Donc, on le trouve dans les milieux marins, donc dans les eaux dulcicoles et dans le milieu terrestre. Également, l'état de la santé, si vous voulez, de ces mollusques est un bon indicateur pour l'état de l'environnement, surtout l'environnement marin. Donc il nous donne une idée sur la qualité de l'environnement marin et surtout un rôle très important dans les cycles de certains parasites. Donc la dernière fois, lorsque nous avons parlé des platyhelminthes, des cestodes et des trématodes, nous avons parlé des gastéropodes, d'eau douce comme hôte intermédiaire. Donc ils jouent un rôle très important dans la transmission de certaines maladies parasitaires chez l'homme. Également, ils jouent un rôle important, un rôle économique très important, du fait que les mollusques constituent une partie très importante dans la nourriture humaine. Donc beaucoup de mollusques ils sont comestibles, on les mange, d'où le rôle économique. De point de vue, et également ce groupe, c'est un groupe homogène. Pourquoi homogène? Parce que les mollusques en général, on considère que les mollusques ils partagent la même architecture de base. On va discuter tout à l'heure cette architecture de base. Et c'est un groupe hétérogène en ce qui concerne surtout la dimension de ces espèces. Donc on a des mollusques avec une taille inférieure à 1 mm jusqu'à des mollusques très géants de taille de 18 mètres. Donc ils sont très hétérogènes du point de vue dimension. Également leur morphologie ils diffèrent. Donc, ils n'ont pas la même morphologie ainsi que leur organisation interne elle est très différente. Leur habitat et aussi leur mode de vie, donc ils sont très différents les uns des autres. Donc, on va commencer comme d'habitude avec les caractères généraux de cet embranchement. Donc les mollusques, on a le terme mollusque, il provient du mot mou. Donc ce sont des animaux qui ont un corps mou et ce corps n'est pas métamérisé. Donc, la dernière fois, nous avons discuté la métamérisation chez les annélides. Donc, nous avons discuté la métamérisation, donc c'est la répétition de plusieurs segments au niveau du corps. Ces segments ils sont plus ou moins identiques. Donc, maintenant, chez les mollusques, on n'a pas de métamérisation. C'est un corps mou, il est non segmenté. Donc, ce sont des triploblastiques. Donc ils ont une symétrie latérale fondamentale. Pourquoi fondamentale? Parce que parfois, au cours de leur développement, ils vont perdre leur symétrie. Donc, la symétrie est perdue au cours du développement par des phénomènes de torsion et d'étorsion qui se déroulent au cours du développement de ces animaux. Mais ces animaux, surtout la larve, donc elle a une symétrie bilatérale. Donc on a une symétrie bilatérale fondamentale, mais qui peut être plus ou moins altérée au cours de leur développement à cause de phénomènes de torsion et de détorsion que subissent ces animaux, la majorité de ces animaux, surtout chez les gastéropodes, au cours de leur développement. Donc, ce sont des métazoaires triploblastiques célomates, donc ils ont un vrai célome. Ce sont des protostomiens. Donc, le blastopore de la gastrula, il va donner en premier lieu la bouche. Donc ce sont des animaux schésociliens, c'est-à-dire que le célome il se forme par schésocilie. La schésocilie, c'est l'apparition d'une fente au niveau du mésoderme et cette fente elle va évoluer progressivement pour donner des cavités célomiques au niveau du mésoderme. Et ce sont l'ophotrochozoaires, donc ils commencent leur développement par une larve trochophore caractéristique
et elle partage cette propriété surtout avec les annélides et les platelminthes. Donc, ce sont des lophoprocozoaires. Elles commencent leur développement par une larve procophore. Donc, ce sont des célomates, mais chez les mollusques, par comparaison aux annélides, chez lesquels le célome est très important, donc chez les mollusques, le célome est réduit. Et on va le retrouver uniquement à 3 cavités au niveau du corps. On va le retrouver au niveau du cavité génitale, ou bien ce qu'on appelle le gonocèle. Également, on va le retrouver au niveau du cavité cardiaque. Il va constituer ce qu'on appelle le péricarde. Et également, on va le retrouver au niveau des organes ou bien de l'organe excréteur, c'est-à-dire c'est l'équivalent des reins. On va l'appeler le néphrocèle. Donc chez les célomates, le célome il est très réduit. Donc on a uniquement 3 cavités dans leur organisme. On a le gonocèle, c'est la cavité génitale. Le péricarde, c'est le célome qui entoure la cavité cardiaque, le cœur. Et on a le néphrocèle, c'est le liquide ou bien le célome qui va entourer l'organe excréteur ou bien qui va entourer tout simplement les reins. Donc, en ce qui concerne leur respiration, donc les mollusques respirent par différentes modalités. Donc, on a des mollusques qui ont des branchies, et cependant chez le groupe de mollusques, on va parler de cténidés. Les cténidés, ce sont l'organe respiratoire qui est plus ou moins semblable aux branchies. Également, on a des mollusques terrestres, donc ils peuvent respirer par des poumons. Et on a des mollusques chez lesquels la respiration est transtégumentaire, c'est-à-dire qu'il se fait à travers la peau ou bien à travers le tégument de l'animal. Toujours avec les caractères généraux, donc ils ont un tube digestif complet. Donc à partir des célomates, donc on a dit qu'on commence à avoir le perfectionnement des organes. Donc les organes sont donc de plus en plus complets. Donc le tube digestif complet, c'est-à-dire qu'on a une ouverture la bouche, l'autre ouverture l'anus, et surtout chez les mollusques, donc on commence à avoir des régions spécialisées, c'est-à-dire que chaque région de leur tube digestif elle est spécialisée dans un phénomène digestif donné. Et en ce qui concerne leur régime alimentaire, donc ils sont très variés. On a des mollusques herbivores, on a des mollusques microphages, on a des mollusques décomposeurs, également on a des mollusques comme par exemple les céphalopodes qui sont des vrais prédateurs, donc on a des mollusques carnivores. Leur système circulatoire est ouvert avec la présence d'un cœur. Donc, la dernière fois nous avons expliqué c'est quoi un système circulatoire ouvert. Donc c'est un système au niveau duquel on a directement les organes qui baignent dans le lymphocèle ou bien dans si vous voulez le liquide qui correspond au sang. Et les échanges ne se font pas à travers des capillaires sanguins comme au niveau d'un système circulatoire fermé. Mais ce système il est fermé chez les céphalopodes, donc c'est une exception chez les mollusques. Les céphalopodes, on va voir tout à l'heure cette classe, donc ils ont un système circulatoire fermé, mais également ce sont des animaux qui ont une double circulation, c'est-à-dire comme chez les vertébrés, donc ils ont une circulation bronchiale et une circulation systémique, c'est-à-dire comme ils ont une circulation pulmonaire et la circulation systémique chez les vertébrés. Leur système excréteur est de type métanéphrédien, ils ont un ou deux reins. Donc ce système il commence au niveau de la cavité péricardique, c'est là où se fait la filtration de l'hémocèle ou bien de la lymphe et se termine au niveau de la cavité paliale, c'est-à-dire au niveau de la cavité paliale il y a un port qui va permettre à l'animal de rejeter les déchets ou bien les déchets liquides à l'extérieur. Donc leur système nerveux il est de type hyponorien. On a il est en position ventrale par rapport au tube digestif. Et c'est un système ganglionnaire. Ganglionnaire, c'est-à-dire qu'il est formé sous forme d'une chaîne de ganglions. Et ces chaînes de ganglions ils sont absents chez quelques classes des mollusques comme les aplacophores, les polyplacophores et les monoplacophores. Et également ce système nerveux il est très développé, surtout chez les céphalopodes, avec la formation d'un vrai cerveau. Et ce cerveau il est également lobé et il est protégé par un crâne cartilagineux, c'est chez la classe des céphalopodes. Donc le système nerveux il est très primitif chez les aplacophores, les polyplacophores et les monoplacophores, et on a une évolution progressive et une complexité progressive du système nerveux.
Et de type, par exemple, chez les mollusques et les ganglionnaires, donc, chez les gastéropodes, pardon, il est formé par deux chaînes de ganglions, et ces ganglions, ces chaînes, elles sont ventrales, donc ce sont de type hyponeurien. La reproduction, donc les modes de reproduction, ils sont très variables, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les phénomènes de reproduction asexuée, ils sont très très rares chez le mollusque. On a quelques cas de parthénogenèse, surtout chez les gastéropodes, mais en général, leur reproduction elle est sexuée. Ces organismes ils sont le plus souvent hermaphrodites, donc ils ont les appareils génitaux mâles et femelles, et la fécondation elle est souvent croisée. Ils n'ont pas d'organes copulateurs, mais chez certaines classes, surtout chez les céphalopodes mâles, donc on peut avoir des bras ou bien des tentacules modifiés pour assurer la copulation, et ces organes ils sont modifiés en ce qu'on appelle un ectocotyle. Donc c'est un bras qui est modifié pour assurer la fonction de la reproduction. Donc ces animaux ils sont ubiquitaires, donc on va les retrouver dans tous les milieux de vie. Donc, ils colonisent tous les milieux de vie, le milieu marin, le milieu dulsacicole ainsi que le milieu terrestre. Donc pour pouvoir reconnaître ces mollusques, ou bien pour pouvoir classer ces mollusques, donc on doit chercher des caractères qui les distinguent des autres embranchements. Donc on a l'habitude maintenant, à chaque embranchement, on essaye de dégager les caractères distinctifs de chaque embranchement. En ce qui concerne les mollusques, donc pour reconnaître le mollusque dans le règne animal, donc on a trois caractères distinctifs, c'est-à-dire qu'ils les distinguent des autres embranchements et on ne va pas le retrouver chez les autres embranchements. Le premier caractère, c'est le manteau. Donc chez tous les mollusques, ils ont un manteau. Et ce manteau, il correspond à un épithélium dorsal. C'est un tissu épithélial qui se trouve sur le côté dorsal de l'animal. Et ce tissu, ou bien cet épithélium, elle sécrète des spicules. Ces spicules, c'est-à-dire des éléments du squelette. Et parfois, elle sécrète une ou plusieurs coquilles. Donc, ce manteau, c'est un épithélium qui va sécréter des spicules chez certaines classes, donc, qui vont constituer, si vous voulez, le squelette ou bien la cuticule qui va protéger l'animal chez certaines classes de mollusques, et chez d'autres classes, il va sécréter une ou bien parfois plusieurs coquilles, ça dépend de la classe des mollusques. Donc c'est ça le premier critère. Donc ce manteau il n'existe pas chez les autres embranchements du règne animal. Le deuxième caractère distinctif qu'on ne va pas retrouver chez les autres animaux qui nous permet de distinguer les mollusques des autres, c'est la présence d'une radula. Donc, la radula, c'est une langue râpeuse, c'est-à-dire qu'elle va râper, qu'elle va broyer les aliments que les mollusques trouvent dans leur environnement. Donc c'est une langue râpeuse, elle est sous forme de ruban, et ce ruban il contient des dents chitineuses. Ce sont des dents très solides, donc des dents chitineuses et servent pour la nutrition. Parfois on va cette radula, donc il sera perdu au cours de l'évolution chez les bivalves, c'est-à-dire que les bivalves au cours de leur évolution et à cause de leur adaptation avec leur milieu de vie et leur mode de vie, donc ils vont perdre la radula. Pourquoi? Parce que les bivalves ce sont en général des mollusques filtreurs qui vont filtrer la nourriture à travers leurs branchies pour s'alimenter, et on va discuter ce phénomène lorsqu'on va parler de la classe des bivalves. Et le troisième critère distinctif, c'est le pied. Le pied chez les mollusques, donc c'est une masse musculaire qui se trouve dans le côté ventral, et cette masse musculaire elle est bien développée. Donc, elle va servir surtout pour la locomotion chez les mollusques qui sont mobiles et qui se déplacent, et également elle va servir pour l'adhésion pour les autres mollusques. Donc ce sont les trois critères qui distinguent les mollusques dans le règne animal. Vous avez le manteau, vous avez la radula et vous avez le pied. Donc sur cette photo, ou bien ce schéma-là, donc on a l'organisation interne d'un mollusque typique. Vous voyez très bien que ces mollusques, donc ils ont un manteau. Le manteau, c'est un épithélium qui va sécréter, surtout chez les espèces qui ont une coquille, donc il va sécréter la coquille. Et sous le manteau, on a ce qu'on appelle
la masse viscérale, ou bien donc on a l'ensemble des organes internes qui constituent la masse viscérale. Donc la masse viscérale, elle correspond à l'ensemble des organes internes. Vous avez les branchies, vous avez le cœur, l'estomac, l'appareil digestif ou bien le tube digestif. Donc ils font partie de la masse viscérale. La masse viscérale, donc, il correspond à l'ensemble des organes internes. Là, vous avez en jaune des éléments du système nerveux. Donc, ce sont des cordons nerveux, et ces cordons nerveux, ils se trouvent sur le tube digestif, donc des cordons nerveux ventraux, donc un système nerveux de type hyponorien. Et tout en bas, vous avez une masse musculaire qui forme ce qu'on appelle le pied. Et ce pied, donc, elle peut subir des modifications, donc elle a des formes différentes selon la classe et selon les groupes des mollusques en fonction de leur mode de vie et de leur milieu de vie. Donc, il n'a pas une forme particulière, mais elle peut changer. Et là, à l'entrée de l'œsophage, vous avez cette radula. Donc cette radula qui fait partie qui assure l'alimentation. Là, vous avez donc le mode de fonctionnement de cette radula. Donc, il permet c'est une langue râpeuse, donc il a des dents chitineuses. Il permet d'avaler la nourriture et également il permet de fragmenter et de mastiquer en partie les aliments que le mollusque trouve dans leur environnement. Également, de point de vue architecture de base, vous avez en jaune 1, 2, 3, ce sont les caractères distinctifs chez les mollusques. Vous avez le manteau, vous avez le pied et le troisième élément, c'est la radula. Mais chez tous les mollusques, donc, ils ont gardé presque la même architecture de base. C'est-à-dire, tous les mollusques, leur corps est constitué de 3 régions superposées. Donc, on commence par le côté ventral. Donc, vous avez un pied et en-dessus de ce pied, vous avez la masse viscérale et en-dessus de la masse viscérale, vous avez le menton. Donc, c'est ça l'architecture de base, et cette architecture, elle est gardée chez presque la majorité des mollusques. Donc, on a un pied, ensuite on va retrouver une masse viscérale et ensuite on va retrouver le menton. Donc, chez tous les mollusques, donc, il ne faut pas confondre l'architecture de base avec tout ce qui est écrit en jaune avec les critères distinctifs. Là, par exemple, vous avez cette cavité, donc elle va correspondre au célome qui va entourer la cavité cardiaque, ou bien le péricarde. Également, ce n'est pas visible sur le schéma, donc, mais on va retrouver une partie de célome au niveau des organes reproducteurs et une partie de célome, surtout là, au niveau de l'appareil excréteur qui est de type métanéphrédien, qui vont filtrer le sang, ou bien l'hémolymphe, c'est l'équivalent du sang, de ces déchets métaboliques. La radula, donc c'est en microscopie électronique. Donc, vous avez ces photos des dents chitineuses qui se trouvent au niveau de la radula. C'est une langue râpeuse, donc vous avez les dents médianes en position médiane et les dents latérales, et également des dents marginales à l'extrémité de cette radula. Et là, vous avez l'emplacement de la radula juste après la bouche au niveau de l'œsophage. Donc on a la bouche, ensuite on va retrouver cette structure qui permet à l'animal d'avaler et de fragmenter sa nourriture. Pour donner un exemple, donc là sur cette vidéo, vous avez la radula d'un polyplacophore. C'est la bouche, mais vous voyez très bien ces dents à l'intérieur qui permet à l'animal d'avaler et de fragmenter la nourriture. Sur cette vidéo, donc la radula elle est très bien visible. Là, c'est la radula qui permet à l'animal
Donc après ces caractères généraux, donc on va essayer d'établir une classification de ces mollusques. Donc ces mollusques, comme nous avons vu tout à l'heure, et je le répète, donc c'est un embranchement très important du point de vue espèces. Donc il est très très riche en espèces. Donc on a environ 130 000 espèces qui sont connues actuellement. Et on a d'autres qui sont éteintes, bien sûr. Et ces 130 000 espèces, elles sont divisées, ou bien elles sont classées en 7 classes. Et ces 7 classes, elles sont d'importance numérique inégale. C'est-à-dire qu'on a des classes qui contiennent beaucoup d'espèces et d'autres classes qui contiennent un faible nombre d'espèces. Et en ce qui concerne la classification, donc on peut séparer les mollusques en deux groupes, si vous voulez, les groupes des conchifères et des aciulifères. Donc on a les conchifera et les aciulifera. Les conchifera, donc ce sont des mollusques qui ont une coquille. Et s'ils ont une coquille, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de squelette, des éléments, des spécules dans leur tégument, ou bien dans leur cuticule. Donc, et on a le deuxième groupe, les aciulifera. Les aciulifera, donc ils n'ont pas de coquille, donc ce sont des mollusques sans coquille. Donc ils ont des petites spécules ou bien des spécules qui vont constituer ce qu'on appelle la cuticule de l'animal pour assurer la protection de l'animal. Vous avez les mollusques, vous avez ces deux grandes branches. Une branche qui correspond aux conchifères. Les conchifères, donc ce sont des mollusques qui ont une coquille. Et à l'intérieur de ces conchifères, donc on a les gastéropodes, par exemple l'escargot, on a les bivalves, par exemple les moules, on a les scaphopodes et on a les céphalopodes. Et les mollusques qui n'ont pas les aciulifera, donc on a les aplacophora qui n'ont pas de plaques et les polyplacophora, donc qui ont une plaque articulée. Il y a une différence entre la plaque et la coquille. Donc la plaque elle est formée par des spécules et elle n'a pas la même structure que la coquille. Donc ils ont par exemple les polyplacophores, ils ont une plaque qui va protéger leur corps, mais il n'a pas la même structure que la coquille. Donc, dans la partie qui va suivre, donc on va essayer de donner les caractéristiques de chaque classe. Donc, on va classes les plus primitives et qui contient un faible nombre d'espèces. Donc, c'est la classe des aplacophores. Donc, les aplacophores, donc ce sont des mollusques primitifs qui vivent essentiellement dans le milieu marin. Donc, ils sont aplacophores, donc ils sont sans coquille, donc ils ont une taille d'environ 5 cm leur taille. Ils ont une tête indistincte, c'est-à-dire une tête qui n'est pas différenciée, on ne peut pas distinguer la tête du reste du corps, et elles n'ont pas d'organes sensoriels. Vous voyez très bien l'état primitif de ces animaux. Donc la radula, elle est présente, et c'est d'ailleurs ce caractère distinctif des mollusques qui nous a permis de classer ce groupe des aplacophores parmi les mollusques. Donc c'est à cause de la présence de cette radula, donc ce qui a permis aux chercheurs de classer les aplacophores parmi les mollusques. Donc ils ont un manteau très développé et qui va sécréter des spécules qui vont remplacer la coquille, surtout pour se protéger. Donc ils ont un manteau qui sécrète des spécules et qui constitue une sorte de protection. Également, ils ont une cavité pariale bien développée. Donc vous voyez très bien qu'ils ont presque la même architecture de base des mollusques. Vous avez la cavité pariale ou bien la masse viscérale, vous avez le manteau, la radula. Donc c'est la même organisation des mollusques. Et à l'intérieur de cette classe, donc on a deux sous-classes, la classe des solenogastères et la classe des codofoviata. Donc les solenogastres, environ 350 espèces, et les codofoviata, environ 150 espèces. Donc ce sont des mollusques. Sur ce schéma-là, des schémas de certains des aplacophores. Donc ils n'ont pas de coquille, donc ils ont un corps cylindrique et vermiforme, donc ils ressemblent à des vers,
que d'autres mollusques. Et ils ont un pied qui est très réduit, donc le pied il est très réduit, donc il se trouve au niveau de la cavité, au niveau de la ligne médiane de leur corps. Donc c'est ce qui reste du pied, donc le pied il est très réduit. Et le caractère, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous a permis de les classer parmi les mollusques, c'est la présence de la radula au niveau de l'œsophage, au niveau de l'entrée de tube digestif de ces animaux. Et sur ces photos-là, donc vous avez des photos réelles d'un solénogastre en vue dorsale et en vue ventrale, surtout pour voir le reste du pied. Donc leur pied il est très réduit, il est limité uniquement à cette zone. Donc ils ont des tailles de 7 à 11 cm pour ces solénogastres. Donc leur caractère distinctif, maintenant, ce n'est pas par rapport aux autres embranchements, mais par rapport aux autres classes des mollusques. Donc pour différencier un aplacophore d'un gastéropode, par exemple, les aplacophores, donc leur corps il est cylindrique, c'est typique chez les aplacophores. Ils ont également un aspect vermiforme et ils ont un pied très étroit et très réduit. La deuxième classe, c'est la classe des monoplacophores. Nous avons vu les aplacophores, ils ont carrément pas de plaque. Les monoplacophores, ils ont, si vous voulez, une coquille qui est formée par une seule plaque. Monoplacophore, c'est-à-dire une seule plaque. Ce groupe il a été pour longtemps considéré comme il est éteint, mais à partir de 1952, donc les chercheurs ils ont commencé à retrouver des espèces qui appartiennent bien à cette classe. Donc depuis 1952, environ 31 espèces ont été à nouveau découvertes. L'exemple typique, c'est les Neopilina, que vous voyez sur ce schéma. Donc ils ont une coquille conique, elle est formée par une seule plaque. Leur caractère distinctif à l'intérieur de l'embranchement des mollusques, c'est un phénomène de répétition de certains organes. C'est-à-dire que chez les monoplacophores, on a 3 à 6 paires de branchies ou bien de cténidies, on a 6 à 7 paires de métanéphridies et on a 2 paires de gonades. Donc cette répétition, ce n'est pas la même chose que la métamérisation chez les annelides. Donc c'est une fausse métamérisation de l'anatomie interne. Ce n'est pas vraiment une métamérisation, mais le caractère qui distingue ces animaux, ces monoplacophores, par exemple, qu'ils ont une seule coquille formée par une seule plaque, et cette coquille elle est conique, mais leur anatomie interne, on va trouver certains organes qui se répètent. Par exemple, là, vous avez les cténidies. Les cténidies, sur cette coupe, donc on voit les cténidies, mais on voit que les cténidies se répètent 3 à 6 paires de cténidies. Donc on a une répétition des branchies. La même chose, on a une répétition des métanéphridies. On a 6 à 7 paires de métanéphridies qui se répètent. Et la même chose, on a 2 paires de gonades. Cette répétition, je le répète, ce n'est pas une métamérisation, mais c'est une fausse métamérisation de l'anatomie interne. Donc on ne peut pas la comparer avec la métamérisation qu'on a vue chez le groupe des annelides. La troisième classe, c'est la classe des polyplacophores. Nous avons des aplacophores qui n'ont pas de plaque. Les monoplacophores, ils ont une seule plaque. Maintenant, c'est les polyplacophores. Donc la plaque, elle est présente, mais elle est articulée. Donc ils ont une coquille qui est articulée, donc 7 à 8 plaques donc, qui forment la coquille. Cette coquille, donc, elle n'a pas la même structure, je le répète, que la coquille chez les conchifères. Donc, ou bien cette plaque, elle est articulée et on a 7 à 8 plaques qui forment la plaque. Donc, elle est articulée. C'est le caractère distinctif de ces polyplacophores. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ils ont de 6 à 8 plaques. Donc, la coquille elle est articulée, comme vous voyez très bien sur cette photo qui montre des polyplacophores. Et ces polyplacophores, donc, on les appelle d'une façon communément, donc on les appelle les chitons. Et c'est un groupe qui contient un très faible nombre d'espèces, uniquement 100 espèces décrites à l'heure actuelle.
Donc, ce sont des animaux marins sédentaires, donc ils restent fixés sur un substrat rocheux, et ce sont des herbivores, donc ils vont manger surtout des herbes. Ils ont une tête bien différenciée, et comme vous voyez sur le schéma et sur la photo, donc ils ont un corps aplati dorso-ventralement, et le sol il est modifié, pardon, et le pied il est modifié, donc il forme ce qu'on appelle une sole pédieuse, qui assure surtout non pas le déplacement, mais qui assure l'adhésion de l'animal à son substrat rocheux. Et là, sur ce schéma-là, vous avez l'anatomie interne des polyplacophores. Vous avez le gonade, vous avez l'estomac, vous avez la bouche, vous avez la radula, donc l'ensemble des organes qu'on retrouve généralement chez les mollusques. Vous avez le rein, vous avez le néphrostome, c'est le port à travers lequel les déchets seront éliminés. Vous avez la cavité cardiaque ou bien le cœur. Vous avez l'aorte. Et vous avez les petites plaques qui constituent les articulations de la plaque. Donc ils sont en nombre de 8. Et le caractère qui les distingue parmi les mollusques, c'est la présence d'une coquille ou bien d'une plaque, si vous voulez, articulée, 7 à 8 articulations. La quatrième classe, toujours des classes mineures qui contiennent un faible nombre d'espèces, c'est la classe des scaphopodes. Les scaphopodes, ce sont également des mollusques plus ou moins primitifs, donc ils vivent dans le milieu marin, ils ont un mode de vie fouisseur, donc on va les retrouver enfouis dans des galeries ou bien dans des tubes qu'ils creusent dans le sable, et on a environ 600 espèces. Donc, ils ont une tête très réduite, donc ils n'ont pas de branchies, mais la respiration elle est assurée par le tégument, donc c'est une respiration transtégumentaire. Et on a une seule famille, la famille des Dentalidae. En ce qui concerne le caractère qui distingue cette classe parmi les mollusques, donc c'est la forme de leur coquille. Donc ils ont une coquille tubulaire, une coquille sous forme de tube et une coquille conique, mais qui est ouverte à ses deux extrémités. Et elles ont la présence de plusieurs tentacules. Ces tentacules sont adhésifs, c'est-à-dire qu'ils permettent l'adhésion pour la prise alimentaire. Donc ils vont chasser leur proie, si vous voulez, grâce à ces tentacules adhésifs qui vont coller aux proies. Et ces tentacules, on les appelle les captacules. Les captacules, donc ce sont des tentacules adhésifs qu'on retrouve au niveau de la partie antérieure de l'animal et qui servent pour la prise alimentaire. Là, donc, vous avez la coquille d'un scaphopode, d'une dentale. Donc, vous voyez très bien la forme caractéristique et qui constitue le caractère distinctif de cette classe parmi les classes des mollusques. C'est cette coquille qui est conique et qui est tubulaire, une longue coquille, et qui est ouverte à ses deux extrémités. Donc, ces animaux, ils sont fouisseurs. Vous voyez là la surface du substrat ou bien du sédiment. Et l'animal, il vit enfoui à l'intérieur d'une coquille qui est ouverte. Et là, le courant de l'eau, il peut se faire à travers ce petit canal à l'intérieur de la coquille. Et là, vous avez les captacules qui servent pour la prise alimentaire. Donc, lorsqu'on a un courant d'eau qui va pénétrer dans la coquille, donc ces captacules, ils vont capter les particules alimentaires qui se trouvent dans l'eau. Et là, vous avez le pied. Donc, on a tous les éléments caractéristiques de l'embranchement des mollusques. Mais la forme ou bien le caractère qui permet de distinguer cette classe des scaphopodes, c'est deux choses. La présence des captacules, ces tentacules adhésifs, et la forme de la coquille, donc leur coquille tubulaire et conique. Donc après ces quatre classes, donc on va commencer par des classes qui sont très diversifiées et qui présentent une grande diversité biologique. Donc on va commencer par l'embranchement, la classe la plus importante, c'est la classe des gastéropodes. La classe des gastéropodes que vous connaissez tous, donc ils sont caractérisés par une grande diversité spécifique.
on a plus de 30 000 espèces connues des gastéropodes. La même chose pour les autres classes, les gastéropodes se distinguent à l'intérieur de l'embranchement des mollusques par deux choses. La première chose, c'est que leur masse viscérale, également leur système nerveux, ils sont enroulés. C'est-à-dire qu'au cours de leur développement, les gastéropodes, elles vont subir une sorte de torsion. Et cette torsion, elle est de 90 à 180 degrés. Et cet enroulement de la masse viscérale et du système nerveux, donc il va provoquer, il va s'extérioriser, surtout avec l'enroulement de la coquille. Donc, le premier caractère distinctif des gastéropodes, c'est que leur corps, si vous voulez, il est enroulé. La deuxième chose, c'est la présence d'un opercule. C'est une membrane qui est attachée au pied et qui referme l'entrée de la coquille. C'est-à-dire lorsque l'animal rentre en période de repos ou bien d'hibernation, donc il y a une petite membrane très fine qui va fermer l'entrée de la coquille. Cette membrane, on appelle l'opercule. Et cette membrane, elle est caractéristique des gastéropodes. On va retrouver uniquement chez les gastéropodes. On ne va pas retrouver chez les scaphopodes, on ne va pas retrouver chez les polyplacophores, mais elle est typique, elle est exclusive chez les gastéropodes. Donc, cette membrane qui referme la coquille lorsque l'animal est en hibernation. Et vous avez la masse, l'enroulement de la masse viscérale et du système nerveux. Donc, tous les organes qui se trouvent à l'intérieur de l'animal, ils sont enroulés et cette portion, elle est de 90 à 180 degrés. Donc, elle est caractéristique également des gastéropodes. Donc, ce sont des mollusques désymétriques. Pourquoi désymétriques? Parce que à cause de la torsion, lorsque l'animal s'enroule, donc automatiquement, elle va perdre sa symétrie bilatérale qui caractérise les triploblastiques et qu'on la rencontre chez la larve trochophore, donc elle est perdue grâce à ce phénomène de torsion. Également, les mollusques ils ont une tête bien différenciée avec les organes sensoriels, une bouche, une radula, donc les organes qu'on retrouve habituellement chez les mollusques. Leur pied, donc, il est modifié, donc, il assure la locomotion, donc il est transformé en sol de reptation. Et également, ce pied, il est modifié chez les gastéropodes nageurs et ou bien les gastéropodes fouisseurs, donc ils n'ont pas besoin d'assurer la reptation, mais ils ont d'autres modes de locomotion et de déplacement. Également, les gastéropodes ils sont caractérisés par la présence de deux paires de tentacules au niveau de leur tête, une ou bien parfois deux paires de tentacules. Ils ont la masse viscérale surplombant le pied. C'est pour cette raison qu'on les appelle les gastéropodes, c'est-à-dire l'estomac sur le pied. La signification littéraire du terme, donc les gastéropodes, c'est-à-dire ils ont une masse ventrale surplombant ou bien se trouve sur le pied et on peut les qualifier de estomac sur le pied. C'est pour cette raison qu'on les appelle des gastéropodes. Ils ont une coquille conique enroulée, donc le phénomène de torsion des organes internes et se répercute sur la forme de la coquille. Donc également ils ont une coquille conique, mais cette coquille elle est enroulée. Parfois elle est réduite ou bien parfois elle est carrément perdue ou absente chez certains groupes de gastéropodes. Donc ils colonisent tous les milieux, donc on a des gastéropodes marins, on a des gastéropodes dulciacicoles et on a des gastéropodes terrestres. Et à l'intérieur de cette classe, on a trois sous-classes, on a les prosobranches, les opistobranches et les pulmonaires. Donc là, vous avez un schéma qui montre l'anatomie interne d'un gastéropode. Vous avez le pied, vous avez la tête et qui contient la bouche, et vous avez ces tentacules qu'on retrouve au niveau de la tête. Vous avez les yeux, donc on a soit une paire de tentacules ou bien deux paires, ça dépend du groupe de gastéropodes. Mais ce qui est caractéristique, c'est l'enroulement de leur corps. Leur corps il est enroulé en hélice
donc il a subi des torsions, et ces organes qui ont subi des torsions, donc la torsion elle va s'extérioriser également sur la forme de la coquille. Donc on a les organes internes qu'on retrouve habituellement chez tous les mollusques. Vous avez là les cténidies, ou bien les branchies. Vous avez le cœur avec ses cavités cardiaques. Vous avez l'estomac, vous avez les gonades, l'ovaire, vous avez les glandes digestives qui assurent la digestion. Donc vous avez tous les organes qu'on retrouve habituellement chez un mollusque. Mais la caractéristique des gastéropodes, c'est l'enroulement de leur masse viscérale ou bien de leurs organes internes. Là, sur ce schéma, donc là, il y a une présentation des conséquences de la torsion. Vous avez une larve viligère ou bien une larve trochophore. Donc cette larve, en général, elle est symétrique. Donc elle a une symétrie bilatérale. Mais au cours de son développement, cette larve, elle va subir des flexions, des torsions qui vont se répercuter sur l'organisation interne de l'animal. Et à la fin de cette torsion, les organes qui se trouvaient initialement à gauche, ils vont s'atrophier, c'est-à-dire leur taille elle va diminuer. Tous les organes qui se trouvent à gauche de la larve, donc ils vont s'atrophier. Et les organes qui se trouvaient à droite, on va les retrouver maintenant après la torsion, on va les retrouver à gauche. Donc cette torsion, elle va causer essentiellement le rapprochement de la bouche et de l'anus. Lorsque l'animal il va se tordre, donc la bouche il va se trouver très proche de l'anus. Et également, cette cavité paliale, parfois, elle sera déplacée vers l'avant et surtout vers l'avant à droite. Et finalement, donc la torsion, elle va impacter également la coquille. La coquille, donc, elle va prendre une forme spirale caractéristique des gastéropodes. Cette coquille, elle va extérioriser l'enroulement des organes internes, donc l'enroulement viscéral, elle va se répercuter sur la forme finale de la coquille. Donc ces gastéropodes, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a trois sous-classes. Ces trois sous-classes, donc on va les distinguer, c'est surtout sur la position des branchies à l'intérieur de la cavité paliale. C'est la position des branchies dans la cavité paliale qui nous permet de séparer ces trois classes à l'intérieur, ces trois sous-classes à l'intérieur de la classe des gastéropodes. Premièrement, la classe des prosobranchia. Ces prosobranchia, ce qui les distingue des autres gastéropodes, c'est la position des branchies en avant du cœur. Au cours de la torsion de l'animal, donc les branchies, on va les retrouver en position en amont du cœur. Donc ils ont une position, les branchies sont situées en avant du cœur. C'est le caractère qui va distinguer les prosobranches à l'intérieur des gastéropodes. Ils sont primitifs par rapport aux autres. On va les retrouver surtout dans le milieu marin. Ils sont libres et ils sont mobiles. Ils peuvent être herbivores, décomposeurs, omnivores ou bien suspensivores. Donc ils ont des modes de nutrition très variés. Et ils ont une coquille bien développée. Et à l'intérieur de cette sous-classe, on distingue traditionnellement, on a trois ordres. On a les archéogastéropoda, on a les mésogastropoda et on a les niogastropoda. Donc ces prosobranches, là, le caractère qui distingue des gastéropodes, c'est la position en avant. Les branchies, donc, ils sont situés en avant du corps. Et cette position, elle n'est pas fortuite, mais elle est due à la torsion de l'animal au cours de son développement. Là, vous avez un schéma de l'anatomie interne d'un gastéropode, prosobranche. Donc, vous avez tous les organes habituels qu'on rencontre chez les mollusques, mais je voulais juste insister sur la position des branchies par rapport au cœur. Donc là, vous avez le côté antérieur de l'animal, vous avez la tête, et là, vous avez le côté postérieur. Donc au niveau de la position des branchies, donc vous voyez très bien que les branchies, ils sont situés en avant
du corps. Vous avez le branchier ou bien le cténidium et juste après vous avez le corps. Et cette position, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est due à la torsion et l'enroulement de l'animal au cours de son développement. Ce classe, c'est la classe des opistobranchia. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, ces branchies sont situés en arrière du corps. Donc, pour distinguer entre un opistobranchia ou bien un prosobranchia, il suffit tout simplement d'observer et de situer les branchies par rapport au corps. Lorsque les branchies sont en avant du corps, ce sont les prosobranchia, et si les branchies sont situées en arrière du corps, ce sont des opistobranchia. Donc, c'est la position des branchies par rapport au corps qui nous permet de distinguer entre les classes des opistobranchia et la sous-classe des prosobranchia. Donc ces opistobranchia, ils ont une coquille plus ou moins réduite, parfois interne ou externe, et souvent elle est absente. Donc, chez les prosobranches, la coquille est bien développée. Chez les opistobranches, donc à titre de comparaison, la coquille elle est là, mais elle est souvent réduite. Parfois, on peut le retrouver à l'interne ou bien en externe, mais souvent elle est absente. Ça dépend des groupes. Ils sont marins, mais on a quelques rares espèces d'eau douce. Et cette sous-classe, on a 9 ordres et plus de 100 familles. Donc, ce n'est pas évident de donner la classification de l'ensemble de ces ordres et de ces plus de 100 familles. Donc j'ai pris deux ordres à titre représentatif, donc l'ordre des tectébranches et l'ordre des nudibranches. Donc les tectébranches et les nudibranches, ce sont des opistobranches, c'est-à-dire que les branchies sont situées en arrière du corps. Et maintenant, ce qui distingue ces deux ordres, c'est-à-dire que chez les tectébranches, les branchies se trouvent à l'intérieur de la cavité paliaire. Donc les tectébranches, les branches, ou bien les cténidés, ils sont protégés par le manteau. À l'intérieur de la cavité paliaire, ils sont bien protégés, ils ne sont pas visibles de l'extérieur. Alors que l'ordre des nudibranches, donc les branchies se trouvent à l'extérieur, ils ne se trouvent pas dans la cavité paliaire. Et ces branchies, ils sont nus, ils ne sont pas protégés. Donc vous avez le terme nudibranche. Pourquoi? Parce que à cause des branchies qui sont nues et qui ne sont pas protégées par la coquille, et ces branchies qui se trouvent à l'extérieur et qui sont visibles de l'extérieur et qui ne sont pas protégées par la coquille, donc ils correspondent à des excroissances qu'on appelle les papilles. Et ces papilles ou bien ces excroissances, elles servent de branchies. On a ces photos et schémas qui vous expliquent la différence. Donc là, vous avez un nez des branches, on a des tentacules, et vous avez cette touffe qui correspond à des branchies. Ces papilles, ce sont des branchies, et ces branchies, ils se trouvent à l'extérieur, à la surface de l'animal. Ils ne sont pas protégés ni par le manteau, ni par la coquille, s'il y a une coquille. Donc là, vous avez les papilles qui forment ce qu'on appelle le cténidium ou bien les branchies. Et ces branchies, ils sont libres à l'extérieur, ils sont nus, ils ne sont pas protégés ni par le manteau, ni par la coquille. Alors que chez l'ordre des tectébranches, les branchies ne sont pas visibles de l'extérieur. Ils ne sont pas à la surface de l'animal, mais ils sont bien protégés à l'intérieur de la cavité paliaire. Ils sont bien protégés par le manteau et ils sont bien protégés par la coquille si on a une coquille. Là, donc les nids de branches, vous avez ces branchies, et là vous avez les tentacules, ces tentacules qui contiennent des organes sensoriels. Donc, nous avons vu les opistobranches le caractère qui nous permet de distinguer entre ces deux classes, c'est la position des branchies par rapport au corps. Donc la troisième classe, la troisième sous-classe des gastéropodes, c'est la pulmonata. La classe des pulmonata, donc ils n'ont pas de branchies, mais tout simplement, elles ont des vrais poumons. Donc elles respirent à travers leurs poumons. Donc ce sont des vertébrés, des gastéropodes terrestres. Et cette sous-classe, c'est presque la majorité des gastéropodes, ils sont de la sous-classe des pulmonata, c'est-à-dire on a environ 20 000 espèces, des 30 000 espèces chez les gastéropodes, on a 20 000 espèces
qui appartient à la sous-classe des pulmonata, c'est-à-dire chez lesquels la cavité palliale elle devient très vascularisée, donc elle est richement vascularisée et elle se transforme en un vrai poumon qui assure les échanges de gaz entre le corps et le milieu extérieur. Ils sont adaptés à la vie terrestre, donc on va les retrouver surtout dans le milieu terrestre. Ils ont une coquille chez la majorité, mais parfois la coquille peut être perdue ou bien elle peut être internalisée ou bien perdue chez d'autres groupes. Mais la coquille elle est présente chez la majorité des gastéropodes terrestres ou bien des pulmonés ou bien des pulmonata. Ils ont une paire de tentacules et ils ont une radula bien développée. Pourquoi? C'est une adaptation au mode de vie herbivore, donc ils se nourrissent sur des herbes, donc ils ont une longue radula qui sert pour la nutrition. La cavité palliale elle est située au côté droit du corps. C'est toujours à cause de la torsion et de l'enroulement du corps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas de bronchie, ils n'ont pas de cténidie, mais ils ont un poumon. Et ce poumon il correspond à la cavité palliale qui devient très vascularisée, richement vascularisée, et qui joue le rôle d'un poumon qui assure les échanges respiratoires entre l'animal et le milieu extérieur. Là, vous avez des schémas qui vous montrent l'anatomie externe d'un pulmoné terrestre et l'anatomie interne d'un pulmoné terrestre. Donc, on retrouve également, surtout tous les organes qu'on retrouve habituellement chez les autres mollusques. Mais ce qui est typique chez les gastéropodes, c'est la torsion et l'enroulement de la masse viscérale interne. Donc, tous les organes ils sont enroulés dans un sens ou bien dans l'autre sens. Mais il y a une torsion et enroulement. Et cet enroulement il se passe au cours du développement de l'animal. Et cet enroulement fait perdre à l'animal sa symétrie bilatérale fondamentale. Donc, vous avez une coquille conique qui extériorise, elle aussi, l'enroulement viscéral qui se trouve à l'intérieur du corps de l'animal. On va parler d'une classe qui est également très importante du point de vue numérique et du point de vue importance économique, c'est la classe des bivalves. Donc ces bivalves, vous avez le terme bi et valve. Donc chez les gastéropodes, nous avons vu qu'on a une seule coquille. Lorsque cette coquille est présente, donc on a une seule coquille. Maintenant chez les bivalves, ou bien les bivalva, donc le terme latin, les bivalva, ce qui les distingue, c'est la présence d'une coquille à deux valves. Et ces deux valves elles sont asymétriques. C'est-à-dire que la coquille chez les bivalves elle est formée par deux parties. Une partie concave et l'autre plus ou moins plate. Et ces deux valves elles sont reliées au milieu du dos. Elles ne sont pas séparées, elles ne sont pas indépendantes, mais elles sont reliées entre elles par une charnière, ce qu'on appelle une charnière au milieu du dos. Donc le caractère distinctif des bivalves au sein de l'embranchement des mollusques, c'est la forme de leur coquille. La coquille, elle est formée par deux valves, et ces deux valves, elles sont asymétriques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même forme. Une valve étant concave, l'autre, elle est plus ou moins plate. Et ces deux valves, elles ne sont pas indépendantes, mais elles sont reliées par une structure. On va voir tout à l'heure à quoi correspond la charnière, mais elles sont reliées par une structure qui assure le lien entre les deux parties de la coquille. Et la deuxième chose, c'est que leur corps elle est aplati latéralement. Donc, les bivalves, à part la forme de leur coquille, donc leur corps elle est aplati latéralement. Et ce sont ces deux caractères qui distinguent les bivalves à l'intérieur de l'embranchement des mollusques. Là, vous avez la coquille d'un bivalve. Vous avez les deux parties, donc on a les deux valves. Et ces deux valves ne sont pas séparées, mais elles sont reliées, elles sont plus ou moins soudées, elles sont articulées au niveau d'une structure qu'on appelle la charnière. Et là, vous avez un gros plan sur la charnière d'un bivalve. Ces charnières, elles sont formées par des dents. Vous avez là des dents. Et elles sont également formées par des fossettes. Donc les dents, elles vont s'insérer
à l'intérieur de ces fossettes pour assurer l'articulation des deux valves. Les deux valves, ils sont mobiles l'un par rapport à l'autre. Ils ne sont pas soudés, mais elles peuvent se bouger relativement l'une par rapport à l'autre. Et ce mouvement, il est permis par une structure qu'on appelle la charnière. Et au niveau de cette charnière, on retrouve des dents, et les dents, elles vont s'insérer à l'intérieur de fossettes. Donc on a une valve qui contient les dents, l'autre qui contient les fossettes, et les dents, elles vont s'insérer au niveau des fossettes pour permettre l'articulation de la coquille. Donc la coquille, il est articulée, et l'équivalent de l'articulation, c'est cette charnière qui est formée par des dents et des fossettes. Et également les deux, on va voir tout à l'heure, les deux valves ne sont pas reliés uniquement par la charnière. Donc la charnière, elle assure l'articulation des deux valves, mais les deux valves, ils sont reliés par des muscles. On parle de muscles adducteurs, antérieurs et postérieurs. En général, on a deux muscles, antérieurs et postérieurs. Et là, vous avez les cicatrices que laissent ces muscles au niveau de l'autre valve, du côté l'autre valve. Et on va parler de ça lorsqu'on va parler des caractéristiques de la valve, de la coquille chez les bivalves, parce qu'ils jouent un rôle très important dans la classification de ces mollusques. Nous avons vu les caractères distinctifs, c'est le corps aplati latéralement et la présence de la valve qui est formée par de la coquille formée par deux valves. Maintenant, en ce qui concerne les caractères généraux, donc c'est un groupe qui est très important. Du point de vue diversité spécifique, on a environ 10 000 espèces, surtout des espèces marines. On a 10 à 15% sont des espèces d'ulsacicoles. Et ces bivalves, ils ont un mode de vie sédentaire, ils se déplacent très peu, donc ils ont un rythme de vie sédentaire. Ils n'ont pas de tête, donc il y a ce qu'on appelle absence de la céphalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas des organes sensoriels localisés dans la région antérieure de l'animal, donc il n'y a pas ce phénomène de la céphalisation. Donc les bivalves, ils sont acéphales, ils n'ont pas d'origine céphalique. Également, au cours de leur évolution, ils ont perdu la radula. Pourquoi? C'est à cause de leur mode de vie. Donc, ce sont des animaux filtreurs. La radula, elle va servir à rien. Donc, il est perdu au cours de leur évolution. Ils ont un manteau qui enveloppe entièrement le corps de l'animal. Ils ont et du fait de l'absence de la céphalisation, on va retrouver les organes sensoriels ou bien les tentacules sensoriels sur le bord du manteau. Également, les branchies sont transformés pour assurer deux choses. Donc, ils sont transformés pour assurer premièrement les échanges gazeux, c'est la fonction essentielle des branchies ou bien des cténidés, mais également ils sont transformés pour pouvoir filtrer l'alimentation. Donc, ils jouent un double rôle chez les bivalves. Donc, ils assurent l'alimentation en plus des échanges gazeux. Et ces branchies, donc, ils sont développés en des lamelles, sous forme de lamelles visibles de chaque côté du corps. Et dans la classification traditionnelle, on appelle les bivalves les lamellibranches, mais dans la classification moderne, les lamellibranches, donc c'est une sous-classe des bivalves, et non pas la classe. Donc les bivalves ne correspondent pas aux lamellibranches. Ils sont macrophages, donc ils se nourrissent de petites particules qui se trouvent dans leur environnement, et également parfois ils se nourrissent des éléments en suspension, et ils ont un pied très musclé qui sert pour l'enfouissement de l'animal. Donc ce sont des animaux qui sont sédentaires, et le pied est sûr essentiellement pour l'enfouissement, et ils sont très solides, ils sont solidement fixés à leur substrat et à leur support. Là, vous avez l'anatomie interne d'une bivalve, pour les organes habituels. Vous avez surtout les branchies lamellaires qui sont transformés pour assurer, comme vous voyez très bien, la filtration de l'eau, donc pour assurer la capture des petites particules qui se trouvent dans l'eau. Et le courant de l'eau, il va traverser le corps de l'animal. Donc on a deux siphons, un siphon inhalant qui fait rentrer l'eau et un siphon
exhalant qui permet la sortie de l'eau. Et l'eau, elle va traverser le corps de l'animal. Là, vous avez les muscles adducteurs qui assurent la fixation, bien qui assurent la fermeture de la coquille en deux valves. Là, vous avez la charnière. Vous avez le manteau. Donc, il est très développé. Il enveloppe l'animal entier. Là, vous avez l'anatomie externe d'une bivalve. Vous avez le pied qui est très développé, qui sert pour l'enfouissement. Là, vous avez l'entrée, les pores qui laissent inhalant et exhalant. Vous avez la trace des muscles adducteurs postérieurs et antérieurs et postérieurs. Et comme je disais tout à l'heure, on a une réalisation. Donc là, vous voyez des yeux. C'est l'équivalent des yeux et des organes, des tentacules sensoriels qui se trouvent au bord du manteau lorsque la coquille est ouverte. Donc on peut observer ces éléments qui correspondent aux tentacules sensoriels et qui se trouvent, ils ne sont pas concentrés dans une région céphalique, mais ils sont distribués sur le bord du manteau. Là, vous avez quelques schémas et quelques photos de bivalves. Là, vous avez les siphons exhalants et inhalants. Ce sont des animaux sédentaires, ils vivent fixés sur un substrat. La classification des bivalves, elle dépend essentiellement de deux choses. Elle dépend du type branchiel, c'est-à-dire le type des branchies, et elle dépend des caractères de la coquille. Comment les caractères de la coquille? Donc chez les bivalves, nous avons vu que la coquille, elle est articulée. Elle est formée par deux valves. Et ces deux valves, elles sont reliées par une charnière. Cependant, cette charnière qui est faite de dents et de fossettes, elle n'a pas la même forme chez toutes les bivalves. Donc, chez tous les bivalves, on a une charnière, mais cette charnière, elle peut différer d'un groupe à un autre. Et on distingue plusieurs types de charnières en fonction du nombre de dents et également en fonction de la taille des dents. On a des dents qui sont courtes et on a des dents qui sont longues. On a des dents qu'on appelle les dents cardinales, ce sont des dents courtes, et on a des dents latérales, ce sont des dents longues. Également, la charnière elle peut différer en fonction de l'abondance des dents. Parfois, les dents elles sont nombreuses, parfois elles sont réduites. Et également, est-ce que les dents elles sont identiques ou non. Donc, le premier type de charnière, c'est une charnière taxodonte. Taxodonte, c'est-à-dire que les dents elles sont nombreuses et identiques. Le deuxième type, c'est une charnière disodonte. Disodonte, donc on a un faible nombre de dents, ou bien parfois elles sont carrément absentes. Le troisième type de charnière, c'est une charnière schizodonte. Les dents, on a uniquement des dents qui sont cardinales ou bien des dents qui sont courtes. On n'a pas les dents longues. Et la charnière hétérodonte, donc dans ce dernier cas, on va retrouver les deux types de dents, les dents cardinales et les dents latérales. Donc le premier critère qui concerne la coquille, c'est son mode d'articulation. Et lorsqu'on parle du mode d'articulation, c'est la charnière. Là, nous avons quelques schémas pour vous montrer la différence entre ces dents, entre ces charnières. Donc, on a des charnières avec des dents longues, vous avez des dents longues. Et la même chose, donc c'est une charnière hétérodonte. On a les dents longues et les dents latérales. Nous avons les dents cardinales qui se trouvent au milieu. Ce sont des dents courtes. Mais à côté, on a des dents latérales qui se trouvent en périphérie et ce sont des dents longues. Donc c'est une charnière hétérodonte qui contient les deux types de dents, les dents cardinales qui sont courtes et les dents latérales qui sont longues. On a une charnière schizodonte. La charnière schizodonte, comme nous avons vu tout à l'heure, les dents elles sont réduites ou bien parfois elles sont absentes. Donc, on n'a pas beaucoup de dents. On a des dents cardinales. Donc les dents elles sont peu nombreuses.
types, par exemple charnière taxodonte, charnière hétérodonte, charnière disodonte, donc il n'y a pas de dents carrément, donc il y a l'absence des dents, charnière desmodonte, donc on a plusieurs types de charnières, donc je vous ai montré ces 4 types, mais il existe d'autres types, notamment chez les fossiles, chez les bivalves fossiles. Là vous avez à quoi correspondent les dents, sur cette photo d'une valve, et l'espace qui se trouve entre les dents, ce sont des fossettes. Là, c'est la charnière qui assure l'articulation de la coquille. Le deuxième critère, ou bien le deuxième caractère de la coquille, c'est en relation avec l'ouverture et la fermeture de la coquille. Donc la coquille s'ouvre d'une façon passive. Donc on a un ligament élastique qui va relâcher les deux valves pour permettre leur ouverture, mais la fermeture de la valve, c'est un phénomène actif, donc il se fait grâce à la contraction du muscle adducteur que nous avons déjà vu, donc le muscle antérieur et postérieur. Ces muscles adducteurs, lorsqu'ils sont contractés, donc ils vont assurer la fermeture de la valve, mais l'ouverture, c'est un phénomène passif. Il se fait que ces ligaments élastiques se relâchent pour permettre l'ouverture de la valve. Donc en ce qui concerne ces muscles adducteurs, on a deux types de valves, ou bien de coquilles. On a des bivalves démiaires et des bivalves monomiaires. Démiaires, c'est-à-dire que on a les deux muscles. On a le muscle antérieur et le muscle postérieur. Les bivalves monomiaires, c'est-à-dire qu'on a un seul muscle et en général, c'est le muscle postérieur. Les bivalves diméaires, donc, soit ils sont homoméaires, c'est-à-dire les deux muscles, ils ont presque la même taille, ils sont égaux de point de vue taille, ou bien hétéroméaires, lorsque les deux muscles, ils sont inégaux, et souvent le postérieur, il est plus développé par rapport à l'intérieur, au muscle antérieur. Vous avez les différents types de coquilles en fonction du muscle adducteur. Vous avez le muscle antérieur et le muscle postérieur. C'est une valve démiaire, on a les deux, mais elle est homoméaire parce que le muscle antérieur elle a la même importance que le muscle postérieur. Là, vous avez une valve hétéroméaire. Pourquoi elle est hétéroméaire? Parce que le muscle postérieur elle est plus développé que le muscle antérieur. C'est une valve diméaire, donc on a le muscle antérieur et postérieur, mais le muscle postérieur est plus développé par rapport au muscle antérieur. Et le deuxième type, c'est une valve monoméaire. On a uniquement le muscle postérieur qui va assurer la fermeture de la valve. Et donc, si on fait le lien entre le type branchial et la nature ou bien les propriétés de la coquille, donc on va diviser la classe des bivalves en 4 ordres. Le premier ordre, c'est l'ordre des protobranches. Donc ils ont des branchies simples, ils ont des cténides simples, ils ont une charnière taxodonte, ils ont une coquille démiaire, c'est-à-dire qu'ils ont un muscle antérieur et postérieur, et ils sont homoméaires, les deux muscles, ils ont la même taille. Là, vous avez un schéma qui vous montre l'organisation surtout des cténides. Ce sont des cténides simples qui correspondent aux branchies qu'on retrouve en général chez les autres gastéropodes, ou bien les autres mollusques, et surtout chez les gastéropodes. Donc des branchies simples, on parle d'ordre des protobranches. Le deuxième ordre, c'est l'ordre des filibranches. Les filibranches, elles sont caractérisées par la présence de filaments, ou bien de branchies en filaments, et elles forment en forme de W. Donc ces filaments, ils sont en forme de W. Donc chez ces filibranches, c'est surtout les branchies qui sont sous forme de filaments, soit des filaments directs ou bien des filaments réfléchis et qui sont sous forme de W. Là sur cette photo, sur ce schéma-là, vous avez une coupe transversale, donc il faut imaginer l'animal sur sa longueur, donc pour pouvoir
Imaginez la forme réelle de ces branchies en fil. Donc ces branchies sont plus complexes que les branchies simples qu'on retrouve chez les protobranches. Le troisième ordre, c'est l'ordre des eulamellibranches, ou bien des vraies lamellibranches. Donc ils ont des filaments, des branchies modifiées, surtout pour assurer la respiration et la prise alimentaire. Et ces filaments, ils sont soudés par des ponts conjonctifs qui assurent la soudure entre les filaments. En ce qui concerne leur copie, donc ils ont une charnière schizodonte, parfois hétérodonte. Mais la particularité la plus importante qui caractérise ces lamellibranches, c'est la présence d'une glande qu'on appelle la glande bissogène, qui se trouve à la base du pied et qui permet de sécréter le byssus. Le byssus, ce sont ces filaments, ce sont des filaments adhésifs, ce sont des filaments de nature protéique et qui permet l'adhésion de l'animal à son substrat. Donc ce sont des filaments. Par exemple, si on prend une moule, Mytilus sp, donc on va la retrouver solidement attachée à son substrat grâce à des filaments. Et ces filaments, ils sont de nature protéique, donc ils sont adhésifs, ils sont collants. Une fois au contact de l'eau, ils vont durcir, ils vont devenir très durs et ils vont permettre la fixation solide de l'animal, de la moule par exemple, sur son support. C'est lamellibranches, donc vous avez là la forme des branchies, donc ce sont des branchies lamellaires très fines, transversales. Là, on peut voir en 3D la forme des branchies chez les lamellibranches. Ce sont des branchies lamellaires, très filamenteuses, qui permettent deux choses. Ils permettent la respiration, bien sûr, mais également ils permettent de filtrer l'eau qui pénètre dans le corps de l'animal. Elle sera filtrée surtout pour capturer les proies et les petites particules qui se trouvent, ou bien les éléments en suspension qui se trouvent dans l'eau qui pénètre à l'intérieur du corps. Le quatrième ordre, c'est l'ordre des septibranches. Donc là, on n'a pas des branchies. On ne va pas retrouver la forme traditionnelle des branchies, mais on va trouver un septumbre, c'est-à-dire que ces branchies sont transformées en un septumbre musculaire. Ce septumbre musculaire, il est troué, donc il contient des pores, et à travers ces pores, l'eau, elle peut pénétrer. Elle est divisée en deux parties. Une chambre qui permet la sortie de l'eau et une chambre inhalante qui permet l'entrée de l'eau. Et entre ces deux chambres, donc il y a ce septum musculaire, cette membrane musculaire qui contient des pores à travers lesquels on peut avoir les échanges de gaz et ils permettent la respiration chez les septibranches. Donc, non pas des branchies dans le vrai sens du terme, mais on assiste à la formation d'une chambre bronchiale exhalante et une chambre bronchiale inhalante. Et là, vous avez ce septum, cette membrane musculaire bien développée qui sépare entre les deux chambres et qui permettent, au passage de l'eau, ils permettent les échanges de gaz. Donc après les bivalves, on va arriver à la dernière classe, c'est la classe des céphalopodes. La classe des céphalopodes. Donc les céphalopodes, premièrement, en ce qui concerne leur nom, vous avez céphalopode, donc c'est l'équivalent d'avoir des pieds sur la tête. Tout à l'heure, nous avons parlé des gastéropodes, l'estomac sur le pied, mais là, nous avons les pieds au niveau de la tête, ce sont des céphalopodes. Pourquoi? Grâce à leur région céphalique qui contient beaucoup de tentacules qui servent pour la locomotion, donc on parle de céphalopodes. Ces céphalopodes, ils ont deux caractères, ou bien ils ont des caractères distinctifs qui les distinguent à l'intérieur de l'embranchement des mollusques. Premièrement, ils ont un pied qui est modifié et ils forment une couronne de tentacules qui entoure la tête, d'où le nom de céphalopode. Donc, ils ont beaucoup de pieds au niveau de leur tête. Ils ont un système circulatoire clos, donc ils vont présenter des caractères plus évolués par rapport aux autres mollusques. Donc un système circulatoire clos,
fermé avec, si vous voulez, deux cœurs, un cœur branché sur la circulation systémique et un cœur branché sur la circulation branchiale. Ils ont un cerveau bien développé, ils ont un vrai cerveau, un cerveau qui contient beaucoup de lobes, et ce cerveau il est protégé par un crâne cartilagineux. Ils ont une coquille cloisonnée, c'est-à-dire qu'il est formé par plusieurs chambres, et parfois la coquille est réduite et parfois elle est carrément absente. Donc ces céphalopodes ils sont considérés comme les mollusques les plus différenciés, les plus complexes et les plus évolués, et ils sont considérés également comme les invertébrés les plus intelligents, surtout grâce à leur système nerveux qui est très développé. Donc, ce sont des animaux carnivores, qui se nourrissent de proies, de la capture de proies. Ils sont exclusivement marins. On a environ 700 espèces. Pour leur déplacement, donc ils se servent de la cavité palliale qui est différenciée en un entonnoir, et lorsque l'eau est évacuée à partir de cette cavité palliale, elle va permettre la propulsion et le déplacement rapide de l'animal. Donc c'est la propulsion de l'eau qui se trouve au niveau de l'entonnoir qui va propulser l'animal pour se déplacer. Donc ils sont très rapides en déplacement. Ce sont des animaux gonochoriques, donc ils ont les sexes séparés. Ils ont une fécondation interne, mais le développement de l'embryon, bien de l'œuf, il continue dans l'eau. Cependant, chez les céphalopodes, donc on a un phénomène qu'on observe chez le mâle. On a quelques tentacules ou bien au niveau de la région céphalique qui sont modifiés en ectocotyles qui vont assurer la copulation. Donc ces ectocotyles, ils vont transférer le sperme du mâle vers au niveau de l'oothèque, c'est-à-dire les sacs des ovules chez la femelle pour assurer la fécondation. Au niveau des céphalopodes, donc on a deux sous-classes, on a les tétrabranchiaux et les dibranchiaux. Ces tétrabranchiaux et ces dibranchiaux, les distinguer en fonction du nombre de branchies. Les tétrabranchiaux ou bien les nautiloïda, donc ils ont 4 branchies et souvent ils ont une coquille externe. Cette coquille est cloisonnée, c'est-à-dire qu'elle est formée par plusieurs chambres séparées mais qui restent reliées par un canal qui se trouve dans le milieu de ces chambres, c'est-à-dire que ces chambres elles communiquent entre elles. Mais en général, l'animal vit dans la dernière chambre qui est considérée comme la plus jeune, donc qui contient l'animal. Autour de leur tête, donc on va retrouver environ 80 à 90 tentacules. Et parmi ces 90 tentacules, on a 4 qui sont modifiés pour assurer des fonctions reproductives. Donc ils sont modifiés en ectocotyles. Et l'ectocotyle, donc c'est le bras du mâle de céphalopode qui assure le transfert des spermatozoïdes vers la femelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'organes copulateurs. Ces tétrabranchiaux, donc, ils sont représentés actuellement par un seul genre, c'est le Nautilus, qui contient 5 à 6 espèces. Donc ce sont en voie d'extinction, ce sont des animaux très rares, ces tétrabranchiaux. Donc ils ont 4 branchies. L'exemple, c'est le Nautilus. Là, vous voyez le schéma interne et externe d'un tétrabranchial. Surtout, vous avez le nombre de tentacules au niveau de la tête, donc de 81 à 90 tentacules. Parmi ces tentacules, on a quelques-uns qui sont modifiés en ectocotyles pour assurer la reproduction. Et là, vous avez l'anatomie interne de la Nautilus, ou bien de ce tétrabranchiaux. Donc là, vous avez surtout la coquille qui est caractéristique, la coquille qui est cloisonnée. Elle contient plusieurs chambres, et ces chambres ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, mais elles communiquent à travers ce canal. Et l'animal, il vit uniquement dans la dernière chambre qui est considérée comme la chambre la plus jeune. Et là, vous avez les organes habituels. C'est surtout le cerveau qui est bien développé.
Ce sont des tétrabranchiaux, donc de ce côté-là, vous avez 2 branchies, de l'autre côté, on aura 2, donc ça fait 4. Là, vous avez la radula, la bouche, donc essentiellement les organes habituels qu'on retrouve chez les autres mollusques. La deuxième sous-classe, c'est la classe des dibranchiaux. Donc ils ont 2 branchies. Cependant, la coquille elle est interne, parfois elle est absente. Donc les dibranchiaux sont représentés surtout par la sèche ou bien sépia et le calmar. Donc, ce sont les 2 espèces qui sont représentatives de cette sous-classe des dibranchiaux. Donc ils ont une coquille interne, parfois elle est absente, mais à l'intérieur de ces dibranchiaux, donc on a 2 ordres. On a l'ordre des décapodes. C'est maintenant par rapport au nombre de tentacules. Les décapodes, ils ont 10 tentacules avant tout, qui entourent leur région céphalique. C'est l'exemple du sépia et du calmar. Ils ont une coquille interne en forme de plume et ils ont des nageoires latérales. Vous avez l'anatomie interne du calmar. C'est un dibranchial. Donc ils ont 2 branchies, vous voyez très bien, c'est branché en rose, 2 branchies. Vous avez les organes qu'on retrouve habituellement chez les mollusques, le cœur, mais en ce qui concerne le corps, tout à l'heure nous avons parlé du corps, du système circulatoire clos, qui est considéré comme très évolué chez les céphalopodes, et on a cette double circulation. On a une circulation branchiale qui est connectée sur les branchies, un corps avec les branchies, et l'autre circulation, c'est la circulation systémique entre le cœur et les organes. C'est-à-dire que le sang, il va traverser le cœur, il va être pompé au niveau des branchies, il va revenir pour le cœur, un corps systémique. Ils ont 2 cœurs pour être pompés vers le corps, le reste du corps de l'animal. Là, vous avez ces tentacules, des tentacules au niveau, ce sont des décapodes, donc ils ont des tentacules au niveau de leur tête, et ces tentacules, ils contiennent des ventouses. Certains contiennent des ventouses, ce sont des tentacules à ventouses. Le deuxième, ce sont les octopodes. Octopodes, vous avez les déca, vous avez 10 tentacules, les octos, on a 8 tentacules, et ces tentacules, ce sont des tentacules à ventouses, vous voyez très bien. Là, sur cette photo, les ventouses qu'on retrouve au niveau de ces tentacules. Elles ont une coquille très réduite ou bien carrément absente. Elles sont sédentaires, et l'exemple c'est l'octopus. Là, vous voyez le bras modifié en ectocotyle qui assure la reproduction. Là, vous avez le reste des tentacules, les 8 tentacules qui sont à ventouses. Et ce sont des animaux carnivores, donc ces tentacules, elles servent pour la capture des proies. Par ce se termine ce cours. Donc, j'espère vous retrouver la prochaine fois, Inch'Allah.